Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Elle est libre, Ségolène Royal, c'est du moins ce qu'affirme la ministre de l'écologie. J'ai ma liberté de parole, affirme-t-elle après avoir été immédiatement recadrée par le Premier ministre suite à sa proposition sur la gratuité des autoroutes le dimanche. Il y a eu beaucoup de réactions. Le résumé dans ce journal. Monsieur le Président, vous ne vous occupez pas des pauvres. François Hollande, malmené sur le terrain aujourd'hui par les associations comme le Secours Populaire ou encore la Fondation Abbé Pierre, les responsables associatifs reprochent au Président de ne pas suffisamment prendre en charge les plus vulnérables. Les détails à suivre. Le budget à l'épreuve du Parlement en France et de la Commission de Bruxelles, c'est la semaine de tous les dangers pour le projet de loi finances 2015. Le gouvernement se retrouve pris en étau entre une partie de la gauche et les Européens qui en demandent plus à Paris. On en parle ce soir avec l'invité politique du 22h, c'est le député européen et vice-président du Front National, Louis Alliot. Il sera face aux journalistes Laurent Geoffrin et Guillaume Tabar tout à l'heure. Enfin, l'attitude trouble de la Turquie contre l'État islamique. Ankara refuse d'intervenir pour sauver la ville de Kobani. François Hollande lance un appel au-delà de la coalition pour aider l'opposition aux djihadistes par tous les moyens. Et pendant ce temps, les bombardements s'intensifient sur le terrain en Irak et en Syrie. Et les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Matignon corrige Ségolène Royal sur la gratuité des autoroutes le week-end. La proposition n'est pas sur la table, rectifie Manuel Valls. La ministre de l'écologie rétropédale donc, mais elle insiste sur sa liberté de parole. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Après l'abandon de l'écotaxe, le gouvernement cherche comment combler le manque à gagner de 450 millions d'euros. Plusieurs pistes sont à l'étude, comme l'augmentation de 2 centimes du litre de gasoil. Et pour compenser cette éventuelle hausse pour les ménages, Ségolène Royal a quelques idées. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une baisse des tarifs autoroutes de 10% avec une gratuité, par exemple, le week-end, mais tout ça est à discuter. Des négociations serrées déjà engagées avec les sociétés d'autoroutes qui refusent de faire un geste. Elles s'abritent derrière le contrat de concession signé en 2006. Il leur assure une compensation en cas de perte de bénéfices due à des décisions de l'État. La marge de manœuvre est mince pour le gouvernement. Manuel Valls tient donc à rester prudent. Il faut traiter ces questions avec beaucoup de sérénité. La ministre de l'écologie a envisagé un certain nombre de solutions, mais pour ce qui concerne la gratuité des autoroutes, aujourd'hui c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Merci. Manuel Valls balaie la proposition de Ségolène Royal, une manière de recadrer sa ministre, mais qui n'évacue pas le débat. Ce week-end, le ministre du Budget appelait à mettre la pression sur les sociétés d'autoroutes, une idée relayée dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il faut donc renationaliser les autoroutes parce que la privatisation des autoroutes, tous les rapports l'ont montré, de la Cour des comptes, de l'autorité de la concurrence, a volé l'État français. Il y a eu vol. Malgré le rappel à l'ordre du Premier ministre, Ségolène Royal n'en démord pas. Elle continuera à proposer des idées, forte, dit-elle, de sa liberté de parole. Le budget à l'épreuve du Parlement en France et de la Commission de Bruxelles. C'est la semaine de tous les dangers pour le projet de loi de finances 2015. Et le gouvernement se retrouve pris en étau entre une partie de la gauche, c'est-à-dire sa majorité, et puis les Européens qui en demandent toujours plus à Paris. On écoute sur ce sujet le ministre Michel Sapin. Quand on a une même monnaie, on doit partager avec les autres pays des éléments de confiance, et dans la confiance que l'on doit avoir les uns avec les autres, il y a le regard que l'on porte sur le budget des uns et des autres. C'est ce que nous faisons dans le dialogue à Bruxelles et dans le respect, nous, des traités que vous n'avez pas respectés, vous. Et le deuxième principe, Madame la députée, c'est que je ne connais qu'un seul endroit où l'on peut rejeter, où l'on peut repousser, où l'on peut censurer, où l'on peut amender un budget, et c'est ici même, et vous aurez l'occasion de le voir, et nous verrons à ce moment-là qui exerce vraiment la souveraineté nationale et qui est majoritaire dans cette Assemblée. Merci. Manuel Valls devant le groupe socialiste du Sénat ce matin, le Premier ministre est venu rassurer avant le grand retour de la réforme territoriale. Elle sera en séance le 28 octobre prochain. Les détails avec Jérôme Rabier.
C'est sa première visite à une gauche sénatoriale désormais dans l'opposition à la Haute Assemblée. Et même si Manuel Valls n'y a plus de majorité, il promet d'écouter ce que les sénateurs socialistes ont à lui dire. Moi, je compte beaucoup sur le Sénat pour faire avancer un certain nombre de textes. Donc je compte bien sûr sur le groupe socialiste, notamment pour ce qui concerne les collectivités territoriales. Plus d'une heure d'échange largement dominée par la réforme territoriale. Et à la sortie, les déçus ne sont pas repartis plus convaincus. Le Premier ministre considère qu'il faut définir ou commencer à poser les règles avant les élections départementales. Et moi, je considère qu'il n'y a pas d'urgence en la matière. Qui gagne cause, là, dans cette réunion? Oui, qui gagne cause. Moi, je ne suis pas Premier ministre, je suis simplement président du Conseil général de l'Oise et modeste sénateur. Voilà. Car c'est la seule confirmation de cette réunion, le texte arrivera bien fin décembre, début janvier au Sénat, avant les élections cantonales prévues au mois de mars. Et le Premier ministre viendra dès le 28 octobre clarifier sa vision de la réforme devant les sénateurs. Un geste qui s'ajoute aux aménagements déjà concédés. Le Premier ministre, il a depuis quelque temps fait des ouvertures sur l'intercommunalité à 20 000 qui sera discutée, sur les compétences qui resteraient dans certains départements, sur les conseillers généraux ruraux qui resteraient. Je pense maintenant, place au travail parlementaire. Un travail parlementaire qui n'avait pas pu aller à son terme lors du premier volet de la loi de décentralisation, faute de majorité. Avec un Sénat désormais à droite, pas sûr que la tâche du Premier ministre soit plus aisée. Et c'est dans ce contexte que la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les finances des collectivités territoriales. Le déficit des administrations publiques locales a été multiplié par 2,5 en un an, une tendance très préoccupante pour les sages de la rue Cambon. Les détails avec Cécile Sixou. Les collectivités locales, de nouveau dans le viseur de la Cour des comptes. Pour la deuxième année consécutive, les sages de la rue Cambon pointent du doigt leur mauvaise gestion des finances locales. La situation financière des collectivités territoriales s'est dégradée en 2013 avec des dépenses qui ont augmenté plus vite que des recettes. Et à l'heure où tout le monde se serre la ceinture, régions, départements, communes et intercommunalités apparaissent comme les mauvais élèves. En un an, leur déficit a été multiplié par 2,5, passant de 3,7 milliards à 9,2 milliards. Résultat, les collectivités pèseraient pour un tiers dans le retard pris dans la réduction des déficits. L'apport des collectivités territoriales au redressement des comptes publics n'a pas correspondu aux attentes des textes qui ont été votés par le Parlement. Selon les magistrats, ce qui coûte cher aux collectivités, ce sont les dépenses liées au personnel. Hausse des salaires, embauche, la masse salariale ne cesserait d'augmenter, principalement dans le bloc communal. Une critique trop facile pour les élus locaux. La critique est facile, mais que par les temps qui courent, l'art est très difficile. Il faut savoir que les charges de personnel augmentent de manière automatique en fonction de décisions, de négociations qui sont faites en dehors des communes, au niveau national, au niveau de la fonction publique territoriale. Masse salariale, mais aussi rythme scolaire ou encore emploi d'avenir. Pour les élus locaux, c'est l'État le principal responsable de la hausse de leurs dépenses. La suite du 22h et on va revenir sur la proposition de Ségolène Royal concernant la gratuité des autoroutes le dimanche. Une proposition immédiatement rectifiée par le Premier ministre. La ministre de l'écologie rétropédale, mais elle réaffirme dans le même temps sa liberté de parole. On l'écoute. Il y a des rapports, on les prend au sérieux, on ne les met pas dans les tiroirs, on essaye de voir ce qu'ils proposent. Et à partir du moment où il y a une situation de rente, peut-être que il y a des choses qui peuvent être expliquées, c'est ce qu'on va voir. Et bien à ce moment-là, on trouve des solutions et en toute transparence. Il n'y a pas lieu ni de s'énerver, ni de vociférer, ni de faire des polémiques, ni d'hurler à la ruine des sociétés d'autoroutes, à la ruine des entreprises. Non, il n'y a aucune menace n'empêchera qu'on regarde les rapports. Voilà, il n'y a pas lieu de s'énerver, mais à chaque jour, sa contradiction. Il y a eu beaucoup de réactions suite à cette proposition. On en parle avec Caroline Deschamps, c'est la chronique Net d'Info. Bonsoir Caroline Deschamps. Bonsoir Sonia. Alors on imagine que ce nouveau couac a évidemment fait réagir les réseaux sociaux. Et oui, même si Ségolène Royal, on vient de le voir, tient à sa liberté de parole et estime qu'elle a le droit de mettre des idées sur la table, sa proposition de rendre gratuites les autoroutes le week-end a tout de la sortie de route, notamment pour l'opposition. Le sénateur UMP Philippe Dallier tweet
Autoroute et couac. Valls rappelle à Ségolène Royal qui décide dans un gouvernement. Décidément, quelle pagaille. Pour d'autres, l'idée de Ségolène Royal est tout simplement démago, à l'instar du député Éric Ciotti qui écrit « Royal propose la gratuité des autoroutes le week-end. Valls la désavoue. Avec les socialistes, la démagogie, c'est gratuit toute la semaine. » Le candidat à la présidence de l'UMP, Hervé Mariton, fait lui aussi dans l'humour vachard. Il écrit « L'autoroute gratuite le week-end, Madame Ségolène Royal devrait proposer la gratuité de l'essence, des restaurants ou des trains. » Alors à gauche, Sonia, peu de réactions, oui, mais quand même, il y a eu celle du porte-parole Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Il écrit « En pleine semaine, Ségolène Royal emprunte gratuitement l'autoroute de la démagogie. » Alors hormis le recadrage de Manuel Valls, Olivier Faure, le porte-parole du PS, pointe, lui, l'incohérence de la mesure, notamment en termes de pollution. Mandinette77, internaute socialiste, rapporte ses propos. Encourager à conduire davantage et gratuitement, ce n'est pas cohérent avec la transition énergétique, ce en quoi il n'a pas tort. Et Caroline, j'imagine que face à la cacophonie gouvernementale, comme d'habitude, les internautes s'en donnent à cœur joie. Et oui, le twitto, c'est taquin, voire farceur, ce qui fait dire au journaliste Jean-Daniel Fézaquier, visiblement, les propositions de Ségolène Royal sont accueillies avec beaucoup de gratuitude. Louis Calvero pense, lui, que Ségolène Royal a un plan B. Elle va annoncer la gratuité des trains et des avions tous les week-ends. Même réflexion de la part du twittos Alex Darmon qui tweet « Les autoroutes gratuites le week-end, c'est un peu comme le dézonage de ma carte imaginaire le samedi et le dimanche. » Alors face à la résistance des sociétés d'autoroutes, Benoît Galeret, journaliste, a lui la solution. Il écrit « Ségolène Royal vient de commander une énorme imprimante 3D pour fabriquer des autoroutes gratuites. » Pas bête, mais il ajoute par ailleurs « Il faut arrêter les moqueries gratuites contre Ségolène Royal. » Enfin, bien sûr, sauf le week-end. En tout cas, que ce soit le week-end ou la semaine, Ségolène Royal n'a pas fini, Sonia, d'aller à contresens de la voie tracée par le gouvernement. C'est sûr, d'autant plus qu'elle a rappelé sa liberté de parole. Merci beaucoup, Caroline Deschamps, pour votre analyse. La suite du 22h est dans quelques instants. C'est l'entretien face à la presse du mardi. Un invité politique face à des journalistes de la presse écrite. Et c'est le député européen et vice-président du Front National, Louis Alliot, qui sera face au journaliste Guillaume Tabar de Figaro et Laurent Geoffrin de Libération. Entretien à suivre. Et c'est juste après le tour de l'info. Il est signé ce soir Nathalie Guillois. Regardez. Dans cet hôpital, situé à Leipzig en Allemagne, un Soudanais employé de l'Organisation des Nations Unies, contaminé par le virus Ebola, est mort aujourd'hui. C'est le premier malade d'Ebola à mourir en Allemagne. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à New York sur la propagation du virus, qui a déjà fait plus de 4000 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Des avions turcs ont bombardé lundi soir les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dans le sud-est de la Turquie. Une première depuis le cessez-le-feu décrété par les rebelles kurdes en mars 2013. Nous appelons à la paix, nous invitons les gens à éviter toute violence. Pour renforcer le processus de paix et pour qu'il soit un succès, nous demandons au gouvernement de prendre la mesure de ce qui se passe à Kobané et d'ouvrir un corridor humanitaire. Cette opération intervient quelques jours après les émeutes qui ont enflammé la communauté kurde dans toute la Turquie, faisant au moins 34 morts. Qui a tué les moines de Tibérine en 1996 ? Le juge Jean-Marc Trévidic est sur le terrain à Alger pour tenter de répondre à cette question, entouré d'une quinzaine d'experts, sous l'autorité d'un juge algérien. Et première avancée aujourd'hui, les restes des crânes des 7 moines de Tibérine ont été exhumés en présence du juge antiterroriste français. Pierre Gattaz remet sur la table le dossier des allocations chômage. Lors de la conférence mensuelle, il a annoncé sa volonté de réformer l'UNEDIC, mais aussi la suppression du compte pénibilité. L'occasion de relancer la polémique sur les allocations chômage alors que le gouvernement peine à l'éteindre. Et l'on termine par le dessin du jour signé Na sur le site Agoravox qui fait un clin d'œil à la visite aujourd'hui de François Hollande à Clichy-la-Garenne sur le thème de la pauvreté.
Face à la presse, c'est un invité politique face à des journalistes de la presse écrite, les quotidiens nationaux ou les hebdomadaires. Notre invité ce soir, c'est le vice-président du Front National et député européen, Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors pour mener cet entretien, à mes côtés, mes confrères, Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Directeur de Libération, et Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste et rédacteur en chef au Figaro. Alors messieurs, nous allons aborder différents thèmes ce soir dans le débat sur l'assurance chômage. Nous évoquerons aussi ce qui se déroule à Calais. Dans l'actualité également, bien sûr, le budget à l'épreuve du Parlement en France et de la Commission de Bruxelles. Et puis on parlera, lui, à l'eau du Front National, le parti qui prépare, on le sait, d'ici à la fin novembre, son congrès. Mais d'abord, votre réaction à l'actualité, à la proposition de Ségolène Royal, une proposition choc sur la gratuité des autoroutes le dimanche, recadrée certes par le Premier ministre, mais qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est à la fois démagogique et plein de bon sens. C'est-à-dire démagogique parce qu'à mon avis, c'est pas très facile à faire dans la situation actuelle, mais plein de bon sens parce qu'après le débat sur les profits des sociétés d'autoroutes et le débat sur la privatisation de ces sociétés d'autoroutes, je pense qu'il y a un public qui a apprécié ces paroles et qui se dit ils vont peut-être nous rendre un peu ce qu'ils nous ont pris pendant des années. Donc je pense qu'il faudra trancher ce débat et je pense que la meilleure solution serait de renationaliser cette société d'autoroutes. Mais quand vous dites démagogique et de bon sens, donc vous auriez pu faire cette même proposition. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une proposition choc pour permettre quand même de donner aux Français un espoir. Parce que systématiquement, ils paient ces autoroutes par leurs impôts, ils paient ces autoroutes par l'usage qu'ils en font, ils n'ont jamais de retour. Donc c'était, je pense, un clin d'œil un peu osé de Madame Royal, mais peut-être que déjà elle est dans la compétition. Mais vous connaissez un flair politique, alors. Elle est peut-être dans la compétition présidentielle pour 2017, vous savez. Guillaume Tabar. Oui, vous dites qu'il faudrait renationaliser les sociétés d'autoroutes. On sait qu'il y a un contrat, une concession qui a été signée avec eux. Est-ce que vous seriez partisan de rompre unilatéralement ce contrat ou de les laisser quand même aller jusqu'à leur terme et de reconsidérer la chose lorsqu'on arrivera à l'échéance de ces contrats? Mais je pense que comme tout contrat, il se renégocie. Tout dépend de ce que vous mettez en face et des conditions de la renégociation. Mais aujourd'hui, quand on voit les abus qu'il y a eu dans l'exploitation de ces contrats, en quelque sorte, je pense que l'État a son mot à dire pour reprendre un peu la main sur ce dossier. Mais ça coûte combien de nationaliser les sociétés d'autoroutes ? Personne à ce jour n'est capable de vous le dire. Enfin, on sait qu'on aura vendu. Oui, mais justement, ça mérite une étude pour actualiser et puis pour savoir aussi combien de profits ils ont fait en plus de ceux qu'ils auraient dû faire dans une situation normale. Vous ne pouvez pas les nationaliser en leur prenant en plus de l'argent. Je dis le débat, ça mériterait que le débat soit posé pour la renationalisation, parce que je pense que les Français, à un moment donné, en ont marre d'être tondus. Et quand on en a marre d'être tondus, il y a des réactions. Oui, les sociétés d'autoroutes si sont vous les nationalisez, il faudra payer quelque chose. Donc, on verra. Les contribuables seront tondus à ce moment-là. On verra. Et puis il y aura toujours des péages. Des péages, il y en avait avant. Oui, peut-être avec des prix beaucoup plus modérés et beaucoup plus adaptés à l'usage de ces autoroutes pour d'ailleurs tout un tas de raisons en matière écologique, même en matière de sécurité routière. Alors l'autre actualité très importante, c'est une semaine à haut risque, on l'a dit tout à l'heure, pour le gouvernement, le budget qui est présenté en ce moment au Parlement et qui va être présenté dès demain. Lui, vous êtes député européen à la Commission de Bruxelles. On va écouter ce que dit justement le ministre Michel Sapin sur cette feuille de route et ce budget. Quand on a une même monnaie, on doit partager avec les autres pays des éléments de confiance. Et dans la confiance que l'on doit avoir les uns avec les autres, il y a le regard que l'on porte sur le budget des uns et des autres. C'est ce que nous faisons dans le dialogue à Bruxelles et dans le respect, nous, des traités que vous n'avez pas respectés, vous. Et le deuxième principe, Madame la députée, c'est que je ne connais qu'un seul endroit où l'on peut rejeter, où l'on peut repousser, où l'on peut censurer, où l'on peut amender un budget, et c'est ici même, et vous aurez l'occasion de le voir, et nous verrons à ce moment-là qui exerce vraiment la souveraineté nationale et qui est majoritaire dans cette Assemblée. Voilà Michel Sapin qui défend le texte du gouvernement qui sera présenté demain à la Commission de Bruxelles, l'ULO, comme le font tous les autres pays. On s'est engagé, on s'y soumet. Il défend le texte de la majorité et de l'opposition, parce que je rappelle que cette règle, elle est celle qui a été posée par ceux qui ont négocié ces traités et qui mélangeaient droite et gauche sur cette règle-là. Nous avons toujours, nous, été opposés à cela. Je rappelle que le peuple français s'est prononcé contre ce genre de règles, notamment lors de la Constitution européenne en 2005. Et qu'en tout état de cause, moi, ça me pose un problème démocratique. Seul le peuple est souverain. Et notamment dans le consentement à l'impôt
et en matière budgétaire, il n'y a que le peuple, il n'y a rien qui est au-dessus du peuple, qu'une instance supranationale, non élue, puisse retoquer le budget d'un État, paraît-il, souverain, me paraît quelque chose d'assez extraordinaire. Mais la France ne peut pas, parce que vous le souhaitez, être une exception par rapport aux autres pays. Il faut respecter ses engagements. Nous avons signé ce traité. Non, mais la France, ça fait combien d'années la France n'a pas respecté les fameux 3% du budget national? Ça fait, je crois, oui, non, mais voilà, on a abusé. En fait, le traité n'existe plus, parce que dans un contrat, en général, quand vous ne respectez pas... C'est inexact. Les autres pays ont accepté les dépassements. Oui, d'accord. Bah, oui. Oui, non, mais ils l'ont accepté jusqu'à présent. C'est pas une dictature. Jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, l'Europe actuellement n'agit plus en fonction des traités, de la logique des traités. Il faut revenir devant le peuple et dans une autre logique des institutions. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez qu'il y ait un déficit plus important ou qu'on maintienne le déficit actuel? Non, je suis moi pour qu'on fasse les économies là où il faut les faire. C'est ce que demandent les Européens. Et puis, si le déficit est au-delà de la limite, nous n'avons pas à répondre aux injonctions de la Commission européenne. Aux injonctions qui sont quand même extraordinaires, parce que pendant que la Commission demande à la France de respecter sa parole, l'Europe, elle, est en déficit de pratiquement 300 milliards. Mais elle, apparemment, elle a le droit d'avoir un déficit, mais elle le reproche aux États. Elle n'est pas capable, elle, de gérer son propre budget, mais elle va demander aux États souverains de le faire. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique-là, parce que le peuple n'en veut plus. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte de la situation un peu ubuesque qu'il y a à voir ces députés et cette majorité à se chamailler sur des règles dont ils ont convenu l'essentiel ensemble. Vous contestez la nature démocratique de la Commission de Bruxelles et de son droit d'intervenir sur le budget des nations. Vous êtes vous-même député européen. Les députés européens ont été élus au suffrage universel par les ressortissants des pays concernés. Et les membres de la Commission, pour être nommés, pour que leur nomination soit valide, ont dû être validés eux-mêmes par le Parlement européen, comme un gouvernement reçoit la confiance de son Parlement. Oui, mais monsieur Tabar, c'est un théâtre. Je veux dire, monsieur Schulz, socialiste... non mais d'accord, non monsieur Schulz, socialiste, a été élu avec les suffrages des députés de droite, dont ceux de l'UMP, et le président de la Commission, monsieur Juncker, a été mis en place par le vote des socialistes. Ils se sont partagés les postes. Alors quelquefois, il y a un commissaire qui ne plaît pas, pour des raisons qui quelquefois d'ailleurs échappent à tout le monde, alors on va en changer, c'est le cas pour 2 d'entre eux, mais grosso modo... La logique de partage du pouvoir au sein de l'institution européenne, voilà, elle va de soi. Ils se sont partagés l'ensemble des pouvoirs. Oui, non, que nous contestons de l'intérieur. Vous y appartenez, d'accord. Oui, non, mais d'accord, mais c'est facile. Oui, vous êtes député européen. Heureusement. Mais il y a une question que les téléspectateurs peuvent se poser, c'est, vous dites, oui, il faut tout de suite évidemment redonner la parole au peuple et tout le monde peut l'entendre, mais comment un parti comme le vôtre, qui n'a pas réussi à s'imposer, à avoir un groupe au Parlement européen, veut dicter aujourd'hui sa loi à l'Europe? On ne dicte pas, on influence les choses. Et on peut, parce que l'arrivée il y a plus d'une centaine de députés eurosceptiques au Parlement européen. Il y a des groupes différents, mais la logique, elle est bien là. Il y a des gens qui contestent ce schéma européen. Et vous avez aussi des gens je vous rappelle quand même que l'élection européenne en France, c'est faite à gauche comme à droite, en critiquant fortement le fonctionnement de l'Europe. C'est donc que cette Europe ne fonctionne pas. Il faut donc changer le mode d'emploi, en quelque sorte, de l'Europe actuelle. Et pour cela, il faut renégocier les traités. Mais vous savez pertinemment que le budget de la France, même s'il y a quelques rumeurs, va passer, puisque vous connaissez le fonctionnement de l'institution, vous le savez qu'il n'y a pas de risque, justement, pour la France. Non, mais bien sûr, il va passer. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc. Oui, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Vous imaginez, la France ne va pas être ni en rupture de paiement, ni en déficit, ni en faillite. Voilà, la France va continuer avec son déficit budgétaire, avec son déficit de la balance commerciale, avec sa mauvaise politique. Ils continueront comme avant, jusqu'au moment où, droit dans le mur, le peuple rétablira la situation. Mais vous faites un réquisitoire contre l'Europe. Cette Europe-là. Oui, celle qui existe, quoi. Et on peut entendre certaines de vos critiques qui sont partagées dans d'autres secteurs de la vie politique. Mais je vous soupçonne d'être un peu de mauvaise foi, parce que comme vous êtes souverainiste, nationaliste, donc de toute façon qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, vous êtes contre l'Europe quoi qu'il arrive. C'est une question de principe pour vous. Non, nous sommes des Européens. En tant que Français, nous sommes des Européens. Oui, géographiquement parlant. Non, mais je parle de l'Union européenne. Culturellement parlant. Mais nous ne sommes pas obligés d'aller dans un fonctionnement où nous perdons... Vous voulez en sortir, de toute façon. De celle-là. Mais pour bâtir, on peut faire une Europe des patries, une confédération d'États, où, dans une logique de projet,
projet contre projet, nous pouvons avancer quelquefois ensemble, mais pas de cette manière-là. Mais pour faire une Europe de patrie avec les autres, il faudrait qu'ils aient envie de le faire ou qu'ils soient d'accord. Ils sont dans une union. Je suis persuadé que le premier pays qui donnera le là de la fin de cette Europe-là emportera. Vous lisez un petit peu dans la boule, pardon. Emportera tous les autres. Pas, non, si. Bah, écoutez, d'abord. Comment vous pouvez le savoir? Mais regardez l'Angleterre déjà. Ça va être à mon avis le premier pays qui va mettre un coup d'arrêt, un coup de frein à cette logique européenne. L'Angleterre qui n'est pas dans l'euro. Oui, d'accord, mais elle est en Europe quand même. Elle siège dans toutes les institutions et M. Cameron siège au même titre que tous les autres chefs d'État. Je pense qu'il y a une autre logique européenne. En tout cas, celle-là est sur une voie sans issue. Donc on va voir jusqu'où nous allons arriver pour que enfin les gouvernements, mais à mon avis ce sera les peuples qui remettront les choses à leur place. Alors il y a l'Europe et puis il y a la politique nationale. On va parler justement de notre politique économique et on va écouter sur ce sujet le Premier ministre Manuel Valls qui détaille et parle de la feuille de route. Moi je vous réponds de nouveau très clairement. Voulons-nous changer, oui ou non, la réduction du temps de travail et le nombre d'heures travaillées par chaque salarié dans ce pays chaque semaine? C'est non, j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre. Voulez-vous, voulons-nous passer à 65 ans pour ce qui concerne le départ à la retraite? C'est non. Voulons-nous 100 ou 150 milliards supplémentaires d'économies mettant en cause le pacte social et le pacte républicain français? C'est non. Alors plutôt que d'être dans la diversion, plutôt que d'essayer de nous piéger, jouez votre rôle. Face aux Français, dites ce que vous voulez. Voilà, les débats sont là, lui à lui sur la table. Emmanuel Valls qui vous interpelle, vous également, puisque vous êtes présent à l'Assemblée nationale. Hein, et au Sénat. Et au Sénat, on va en parler, le Front National. Il vous dit, eh bien, à vous de jouer. Et alors, que proposez-vous? De changer de ce système-là. Mais ils ne peuvent pas. Encore une fois, il faut remettre les choses à leur place. Si M. Valls prend ce discours-là et cette feuille de route, ce n'est pas la sienne. C'est la feuille de route qui a été écrite par la Commission de Bruxelles et qui est dans une logique bien précise. Elle a bon dos, cette commission. Mais non, c'est pas qu'elle a bon dos, mais ça... Si on écoutait Bruxelles, on augmenterait l'âge de la retraite, on diminuerait le nombre de fonctionnaires. C'est pour cela... Tout ce que le gouvernement ne fait pas précisément. Non, c'est pour cela qu'ils sont dans la contradiction. Parce qu'entre, effectivement, la pression de Bruxelles sur ce que vous dites et les promesses électorales qu'ils ont réalisées avec M. Hollande, ils sont pris en tenaille et ils ne savent pas de quel côté se tourner. D'où d'ailleurs l'impopularité dont ils sont aujourd'hui au centre, et à droite et à gauche. Ils sont à la fois impopulaires à l'Europe parce qu'ils ne respectent pas les critères que l'Europe impose, et ils sont impopulaires dans leur propre pays parce qu'en fait ils ont promis d'une manière démagogique ce qu'ils sont incapables de tenir. Voilà où nous en sommes. Laurent Geoffrin. Mais est-ce que vous seriez-vous favorable à une politique dans laquelle on augmenterait les déficits et donc on refuserait tout ce que l'Europe demande? C'est un peu le sens de votre propos. Et on ferait des choses il ne faut pas de facilité. Quoi. Non, il ne faut pas réfléchir dans cette logique, monsieur Geoffrin. Oui, mais cette logique, il y a des déficits, ou bien on les augmente, ou bien on les diminue, ou bien on les maintient, mais il n'y a pas de... Si nous sommes dans un carcan qui nous oblige... Il faut vous pensez que si on sortait de l'Europe, on pourrait faire des déficits comme on voudrait, quoi? Non, on pourrait faire un certain nombre d'économies comme on voudrait, on pourrait rétablir... C'est la question précisément, déjà, par sur exemple, la quelle dette. priorité? Les priorités sur l'immigration, encore une fois. Encore l'immigration. Par exemple, oui, c'est très contesté, sur le ça, patriotisme économique, par exemple, sur un certain protectionnisme, par exemple. Je vois pas en quoi ça fait les économies. Ah ben si, à un moment donné, quand vous faites beaucoup de déficits liés à une compétition internationale et mondiale que vous ne maîtrisez pas, à un moment donné, oui, vous pouvez relancer l'économie par de telles mesures. D'ailleurs, d'autres pays le font, hein, il ne faut pas le dire. Mais sur l'immigration précisément, comment fait-on? Parce qu'on voit bien que personne, aucun pouvoir actuellement, n'est en mesure d'empêcher les arrivées d'étrangers en France, puis que ce soit via Schengen ou autre, mais une fois qu'ils sont sur le territoire français... Alors on ne fait rien, monsieur Tabar. Non, mais que faites-vous? On contemple l'inhumanité. Mais quelle solution concrète? On contemple l'inhumanité de la situation en disant on ne peut rien faire. Non, mais c'est la question que je vous pose. Que faites-vous pour diminuer ce flux? On rétablit Schengen et le contrôle aux frontières. On ramène dans les pays d'origine les clandestins qui arrivent chez nous. On arrête la distribution d'aides sociales dans des cas bien précis qui méritent qu'on arrête tout de suite un certain nombre, ce qu'on appelle nous les pompes aspirantes. On fait d'ailleurs très vite ce que M. Cameron en Angleterre est en train de proposer. C'est votre modèle apparemment. Non, mais... pas vous citer. Non, mais je vous pose la question. Mais c'est le seul chef d'État aujourd'hui en Europe qui est capable qui a le courage d'annoncer un certain nombre de solutions en matière d'immigration. C'est le seul. Il n'y en a pas 36, c'est le seul. Et bien, ma foi, s'il y en a un, allons-y. Sur l'immigration, j'ai relu le programme du Front National. Lequel?
Vous en avez plusieurs, Non, mais c'est je sais une pas, parce que- nouvelle alors. Non, mais Vous avez un faux et un vrai, un Je suis officiel, allé sur un Internet, officieux. j'ai mis programme Front National, il y a D'accord. un site officiel, il suffit de lire, tout le monde peut le lire. Et vous voyez, je vous fais de la publicité. J'ai lu ça, j'ai été quand même frappé de la restriction des libertés publiques que ça comporte. Oui. Parce que vous dites, bah si, je vais vous expliquer. Vous dites par exemple 200 000 entrées, c'est beaucoup trop, on va les ramener à 10 000. Mais pour faire ça, il faut augmenter le nombre de policiers de manière absolument considérable. Non, il faut retrouver le contrôle des frontières. Oui, non, mais d'accord, je t'entends bien, mais pour ramener à 10 000, tu vois, pratiquement tout, quoi. Il faut empêcher toute entrée. À partir du moment où vous donnez... à partir du moment où vous donnez un signal clair à l'immigration, vous verrez qu'il y aura moins de gens qui seront candidats à cette immigration. Et à partir du moment, en plus, où vous réservez un certain nombre d'aides sociales à vos nationaux, eh bien, un certain nombre d'étrangers qui ne viendront plus chez vous pour des raisons qui ne sont pas des raisons de travail, puisque aujourd'hui, seuls 5% des immigrés qui arrivent sur notre territoire viennent parce qu'ils ont un contrat de travail. 5%. Oui, bah, les autres travaillent quand même. Non, ils ne travaillent pas, puisqu'il n'y a pas de travail pour les autres. Ils ne travaillent pas. Guillaume Tabar, non, ils ne travaillent pas, monsieur Geoffrey. Mais les clandestins, ils travaillent souvent. Ils font la planche dans les restaurants, enfin, on le voit tous les jours, ça, tout le monde le sait. Ah bon, vous dites que dans les restaurants, il n'y a que des clandestins qui travaillent? Pas que des clandestins, mais il y en a, forcément. Bah, c'est pas une situation que vous allez nier, je pense. Elle existe. Non, mais je vous pose l'accent sur la réalité des choses. Non, mais ça, c'est la réalité. Mais la réalité, c'est l'absence de contrôle et de règles qui s'appliquent sur notre territoire et qui sont d'ailleurs très injustes pour l'immigré qui est venu, lui, travailler en toute légalité, qui paye ses impôts, qui cotise à tout ce qu'il faut et qui, en face de lui, a des clandestins et des patrons qui utilisent les clandestins et qui profitent de la situation. Là, vous avez raison. On explique qu'il faudra un État policier pour s'en débarrasser. Mais pourquoi vous dites un État policier? Mais parce que vous n'y arriverez pas. C'est un Comment État voulez-vous faire qui fait appliquer la loi républicaine. Il y a une police pour faire appliquer la loi. Non, ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas. Mais non, il n'y a plus de frontières, ils ne le font pas. Mais attendez, je vais vous poser une question. Si vraiment c'est une passoire... C'est une passoire. Oui, bah, si c'est une passoire, pourquoi est-ce qu'il y a des immigrés, si c'est si facile de rentrer en Europe, pourquoi ils se mettent sur des bateaux qui coulent et qui sont extrêmement dangereux? Il y a eu 5000 morts depuis le début de l'année. Si c'était si facile, ils ne feraient pas ça. Effectivement, ça dépend des filières, mais c'est une honte pour... Ça, entre parenthèses, c'est une honte pour l'Europe, cette situation-là. Oui, j'entends bien. Dont nous sommes responsables. Non, vous ne répondez pas à mon argument. Si c'était une passoire, ils ne feraient pas ça. Ils ne sont pas fous, les immigrés. Non, mais ça, c'est une des filières. Vous avez une autre filière qui passe par Gibraltar et qui fait beaucoup moins de dégâts, ou par d'autres pays d'ailleurs d'Europe. Parce que vous disiez qu'effectivement, que l'immigration de travail était minoritaire. On sait bien que c'est le regroupement familial qui est l'une des principales sources d'immigration. Et là, pour le coup, la gauche, il y a des bruits. Non, c'est Giscard en 1975. Mais aujourd'hui, tout le monde dit qu'il ne serait pas constitutionnel de revenir sur le regroupement familial. Est-ce que vous pourriez le faire, au-delà de simplement de l'inscrire dans un programme? Réponse précise, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez le faire? Notre arrivée aux affaires serait constituée notamment par un référendum où nous remettrions tout à plat. C'est-à-dire que vous n'allez prendre aucune décision, pardonnez-moi. Si, le référendum pour remettre tout en ordre. Mais vous-même, vous avez bien une pensée sur cette question, un avis quand même. Mais moi je pense que c'est constitutionnel. Oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on abat... Non, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les institutions de la Ve République ne sont pas les institutions de la Ve République et qu'il y a des organes qui se permettent de contredire ce que la représentation nationale a décidé, ce qui, là encore, est une aberration. Il faudra donc remettre... des constitutions, il faudra... les lois, non, il faudra donc remettre la souveraineté du peuple au centre des institutions. Voilà, c'est votre programme, on l'a compris, c'est la colonne vertébrale de ce que vous proposez. Alors, on va s'arrêter sur le comparatif entre les discours à présent et les actes sur différents sujets. On vous a écouté depuis le début, comme l'Europe ou encore un autre sujet, le cumul des mandats. Et vous répondrez juste après, c'est un sujet, regardez, de Sophie Normand. Marine Le Pen ne le nie pas, il existe bien différentes sensibilités frontistes. D'un côté, Florian Philippot, héros de ceux qui se nomment les nationaux républicains. De l'autre, Marion Maréchal Le Pen, tenante d'une posture plus libérale conservatrice. Des courants en devenir qui se traduisent par quelques divergences, disons contradictions au sein du FN. Au plan idéologique, le mariage pour tous par exemple. Marine Le Pen dit vouloir l'abroger si le FN arrive au pouvoir. Je reviendrai sur ce texte, oui. Mais ni elle, ni son vice-président n'ont jamais manifesté contre, quand Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen, eux, battaient le pavé aux côtés des opposants. Au plan économique, la question de la sortie de l'euro divise. Florian Philippot en fait son cheval de bataille. Nous considérons que l'euro est un échec
et qu'il faut en revenir à ce qu'ont aujourd'hui 95% des pays du monde, c'est-à-dire une monnaie nationale adaptée à leur économie. Une posture anti-monnaie unique qui va de pair avec plus globalement une démarche interventionniste dans le domaine économique, bien différente du positionnement libéral de Marion Maréchal Le Pen, pour qui la sortie de l'euro n'est pas une obsession. Autre contradiction dans le programme, Marine Le Pen souhaitait un référendum pour faire adopter l'interdiction du cumul des mandats. Devenus sénateurs, les deux maires frontistes conserveront pourtant leurs mandats locaux. Cette histoire de cumul, ça tourne à l'obsession. Le jour où la loi sera changée, car c'est notre souhait, nous appliquerons la loi comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Une petite gêne qui en dit long sur les difficultés, une fois arrivé au pouvoir, à mettre en pratique son idéologie. Et c'est la question qu'on vous pose, lui, Elio. Comment peut-on pendant des années, comme vous le faites dénoncer, j'allais dire avec tant de force et de conviction, on est d'accord avec vous, le cumul des mandats pour les autres et l'appliquer pour Non, mais d'abord sur le reportage, sur l'euro et sur le mariage pour tous, je ne vois pas où sont les contradictions. Hein. Moi-même, je suis allé manifester, mais je sais très bien que les positions qui sont celles des uns et des autres. Disons la main dans la main, dans les cortèges. D'accord, je veux dire, nous avons toujours été très clairs sur le sujet. Et Marine Le Pen a été très claire sur le sujet. Là, pour le coup, il n'y a aucun problème particulier. Sur l'euro, j'ai entendu votre commentateur qui dit la vision beaucoup plus libérale de Marion Maréchal Le Pen. Je ne l'ai jamais entendu parler de cette vision plus libérale. Elle fait partie du Front National et elle aussi, elle est évidemment on est dans les pour la des discours. sortie Revenons de l'euro. à des faits précis comme les cumuls de mandats. Quant au cumul des mandats, ils se l'appliqueront en 2017 comme la loi les y oblige. Ça me paraît... Mais comme vous l'aviez dénoncé si souvent, on pensait que vous alliez faire l'exemple avant la loi. Non, mais moi je pense qu'en plus, c'est une loi qui est très... C'est peut-être la seule loi d'ailleurs que le Parti Socialiste aura fait voter qui est très importante. Et qui avait été votée d'ailleurs par Marion Maréchal Le Pen. Oui, non, qui est pour le renouvellement des élites politiques. Je pense que c'est très important. Et je pense même qu'il faudra la généraliser pour le cumul des mandats dans le temps, à l'avenir. Et je pense que les Français attendent cela. Je pense qu'ils ont une très mauvaise image. Vous dites ça pour Jean-Marie Le Pen ? Je pense qu'ils ont une très mauvaise image. Je pense qu'ils ont une très mauvaise image de leur classe politique et que tout ce qui ira vers justement la limitation d'un certain nombre d'abus redonnera, je pense, du crédit à la fonction politique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler, Laurent Geoffrin, du congrès à venir du Front National et peut-être des changements à venir pour ce parti ? Il y a un autre point qui fait débat au sein du parti, c'est faut-il ou non garder le Front National ? Alors on a le sentiment que Florian Philippot, qu'on a vu lui, est partisan qu'on change. Vous essayez de mettre Florian Philippot à toutes les sauces. Ah, mais il y a un débat. Mais pas du tout. Il siège avec nous. Pour le coup, sur la dépêche AFP de cet après-midi, il a été très clair. Nous aurons un questionnaire qui sera envoyé à tous nos adhérents. Et dans ces questions-là, il se peut qu'il y ait la question sur le nom. Mais ce n'est pas qu'une consultation sur le nom du Front National. La question du nom d'un parti n'est pas une question anodine. On voit bien, l'UMP veut changer de nom, etc. Mais je pense que c'est une question... Jean-Marie Le Pen a dit que c'était débile. Je pense que c'est une question qui a pu se poser il y a 1 an ou 2 ans. Mais au fur et à mesure que nous montons dans les enquêtes d'opinion et que Marine Le Pen arrive à des niveaux très hauts de confiance aussi dans l'opinion, le problème ne se pose plus. Donc vous dites non, il ne faut pas changer le nom du Front National. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça ne servira à rien. Donc là-dessus, vous n'êtes pas quand même, pardonnez-moi, sur la même ligne que d'autres au Front National. Là-dessus, on peut souligner une nuance. Oui, vous êtes d'accord. Oui, il y en a peut-être certains, mais ils ne le disent pas ou ils ne disent pas pourquoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas honte du nom que nous portons. Nous n'avons pas à avoir honte, surtout quand on regarde nos adversaires politiques. Et plus ça va, plus les Français nous rejoignent dans nos idées. Ce serait quand même assez bête d'en changer aujourd'hui. Laurent Geoffrin ? Mais le programme restera le même, de toute façon. Ah non, il va évoluer. Changer de nom ou pas, ça sera pareil, non ? Il va évoluer avec son temps, il va s'adapter, il va prendre en compte le contexte. Il sera toujours contre l'immigration, ça je suis... Oui, ça, il y a peu de chances qu'il change de ce côté-là. Outre le caractère d'échéance régulière pour tout parti, quel est l'objet précis de ce congrès au mois de novembre ? Ça va être la préparation des élections locales, cantonales, qui vont être un vrai test national, puisqu'il va y avoir le renouvellement de tous les cantons, les élections départementales, et puis surtout les élections régionales, puisque nous sommes pratiquement à 1 an de l'échéance de décembre 2015, sans savoir d'ailleurs aujourd'hui quels seront les contours de ces régions-là. Mais je pense que pour le Front National, c'est très important, parce que nous pourrions, après décembre 2015, en plus de notre entrée au Sénat, peut-être demain diriger 2 ou 3 régions. Les 13 régions, ça vous va ou pas, le découpage qui a été voté par l'Assemblée, qui va revenir là Non mais nous sommes contre ce découpage, nous pensons qu'il ne réglera aucun des problèmes et qu'il ne fera faire aucune économie. Donc nous sommes plutôt des départementalistes, pour peu qu'on les démocratise, c'est-à-dire à rapprocher le citoyen du centre de décision, alors qu'avec la constitution de ces régions, nous allons l'éloigner.
Et encore une fois, je pense que ça s'est fait à la va-vite, ça s'est fait dans la précipitation et quelquefois sans réelle logique dans l'association des régions. Vous venez de parler du Sénat. On a vu là il y a quelques instants derrière vous des images des 2 sénateurs, de vos 2 élus qui ont fait leur entrée. Et vous aviez eu cette phrase il y a peu de temps, je crois que vous avez dit que le Sénat c'est un cénacle de sieste, je crois. Oui, pardonnez-moi, mais on n'a pas l'impression que vos élus ont réveillé vraiment la belle endormie par leurs propositions. Ils s'y sont engagés, j'espère qu'ils sont en train de prendre leur marque. Mais c'est vrai que le Sénat, en fait, c'était aussi une boutade pour dire que le Sénat a quand même intérêt à se réveiller un peu, parce que s'il continue sur le ronronnement qui est le sien... Vous qui avez prôné sa suppression, vous êtes tellement content d'y être aujourd'hui. Non, attendez, ça c'était une opinion personnelle. De Marine Le Pen, quand même. Oui, mais... De Marine. Oui, d'accord, mais sur le bicaméralisme, là, pour le coup, au Front National, c'est une discussion que nous avons. Parce que le Sénat doit avoir une utilité. La deuxième chambre, la Chambre haute, a une utilité. Si elle n'a plus d'utilité, à ce moment-là, elle disparaîtra d'elle-même. Et j'ai vu d'ailleurs que le nouveau président... Le Front National qui défend le Sénat. On défend le bicaméralisme. Un certain système d'institutions qui veut dire quelque chose, mais qui aujourd'hui... au regard de ce qu'il fait, c'est-à-dire en tout cas pas grand-chose, et en tout cas il n'a pas de visibilité dans l'opinion, risque de disparaître. Voilà, le bicamérisme. Oui, Laurent Geoffrin. J'ai une question. Vous avez dit, me semble-t-il, que vous étiez prêt à gouverner. Comme il est peu probable que vous fassiez 50%, avec qui vous n'en savez rien. Non, pour l'instant, enfin bon. Imaginons que vous ne fassiez pas 50%. Si nous sommes prêts à gouverner, avec qui vous allez gouverner? Avec tous ceux qui nous rejoindront sur... Mais vous préférez qui? Parce qu'il faudra bien trouver quelqu'un. Ah ben non, mais nous avons une ligne directrice qui est le retour à la souveraineté de l'État et le retour à la souveraineté populaire. Il faut gouverner avec quelqu'un. Mais je suppose qu'il y a des individualités dans les autres formations politiques qui nous rejoindront sur ces 2 piliers, la souveraineté de l'État et la souveraineté du peuple. Ça me paraît évident. Peut-être une question, puisqu'on est dans la politique fiction et que vous dites si le Front National arrive aux manettes du pouvoir et que vous parlez depuis tout à l'heure, Louis Alliot, de cette importance du retour au peuple et du référendum. Quelle question vous lui poseriez en premier? Quelle est la question, selon vous, la plus urgente aujourd'hui dans ce contexte économique difficile et social que nous vivons? Le retour de la souveraineté, c'est-à-dire la reprise en main de la liberté de l'État, notamment dans le domaine monétaire, dans le domaine économique, c'est-à-dire la renégociation de l'Europe. Mais concrètement, la question c'est quoi? C'est voulez-vous sortir de l'Union européenne? Ça prendra quand même 6 mois au moins d'aller discuter avec les partenaires européens, de poser la question à la France. Voulez-vous continuer avec ce système européen ou voulez-vous l'Europe qu'on vous propose ou un autre système institutionnel? Et la sortie de l'euro sera dans le package. Moi, je voulais terminer, Guillaume Tabar et Laurent Geoffrin, en vous demandant votre avis, bien sûr, lui, Alliot, parce qu'évidemment, on le connaît, on reçoit souvent des responsables du Front National, certains qu'on connaît, d'autres moins. On apprend à connaître les 2 nouveaux élus du Sénat, Stéphane Ravier et David Racheline, et justement sur le positionnement, les nuances justement de Louis Alliot par rapport à d'autres membres du Front National. Qu'en pensez-vous, Guillaume Tabar? Vous parliez tout à l'heure de 2 tendances au sein du Front National. On situe Louis Alliot sur une ligne... Alors, comment dire, parce que le problème, c'est que le clivage droite-gauche n'est pas pertinent au Front National, mais on a le sentiment que Florian Philippot est sur une ligne peut-être plus étatiste que Louis Alliot. Et sur les questions sociétales, on sent Louis Alliot sur des positions plus classiques, qu'on qualifierait de conservatrices, que Florian Philippot. Laurent Geoffrin, même question? Je ne connais pas Louis Alliot, et donc comme homme, j'ai du respect pour lui a priori. Je suis en désaccord avec pratiquement toutes ses idées. Donc, c'est plutôt sain. On l'a compris, voilà. C'est plutôt sain. Oui. Alors, sauf certains points, on peut discuter, mais la philosophie générale consistant à ruiner le travail de plusieurs générations d'Européens pour construire l'Union qui existe aujourd'hui et qui fonctionne mal, ça c'est vrai, mais pour détruire cette œuvre de plusieurs générations me paraît néfaste à tous égards et très dangereuse pour l'économie française. C'était le principe du débat et de l'entretien. En tous les cas, merci beaucoup, Léo, d'avoir été notre invité. Merci Guillaume Tabar et Laurent Geoffrin de m'avoir accompagné pour cet entretien. On arrive à la fin de ce journal et on va clore ce 22h avec ces images. Elles sont importantes. 6 mois après leur enlèvement, les 200 lycéennes nigériennes sont toujours otages de la secte islamiste Boko Haram. Une manifestation a été organisée aujourd'hui à Abuja, au Nigeria, pour réclamer leur libération et marquer ce triste anniversaire. Merci de votre fidélité. À demain pour une nouvelle édition du 22h avec plaisir, bien sûr.